Là, alors en conflit d'intérêts, donc je vais vous présenter certains travaux qui ont nécessité donc du matériel qui a été financé par la société d'Oran International. Donc au niveau des interactions médicamenteuses, la première interaction auquel on doit penser, c'est entre le médicament et le matériau qui est constitutif du dispositif médical. Ça correspond à des interactions contenant-contenu qui peuvent avoir un impact sur la prise en charge médicamenteuse pour le patient, notamment sur l'efficacité thérapeutique, puisqu'en fait 100% de la dose qui est prescrite et administrée ne sera pas reçue par le patient. Et sur la sécurité également du patient, puisque on peut avoir certaines molécules qui sont comprises du coup dans le matériau du dispositif médical, qui peut être relargué au contact de certains médicaments lipophiles ou de la nutrition parentérale, et ces molécules peuvent être toxiques pour l'homme. Je pense notamment aux plastifiants qui sont contenus dans le polychlorure de vinyle, le PVC, et un plastifiant principal, donc le diéthylhexylphtalate, le DEHP, qui est un perturbateur endocrinien et une substance toxique pour la reproduction. Donc on a 4 phénomènes qui sont décrits. On a 2 phénomènes qui correspondent à une perte de principe actif, ça va être l'adsorption et l'absorption. Ensuite, on a donc la migration des plastifiants, comme je vous l'ai expliqué. Et la perméation, c'est lorsqu'en fait vous avez un matériau qui est sensible, qui laisse passer l'oxygène. Et du coup, donc l'oxygène va traverser la paroi de votre dispositif et va aller altérer votre médicament, ce qui est grave si votre médicament est sensible à l'oxygène. Donc bien sûr, ça ne concerne pas tous les médicaments, mais en particulier les médicaments lipophiles. Et je vais vous montrer un exemple donc, sur l'insuline et ses conservateurs. Donc tous les matériaux non plus ne vont pas être sujets à ces phénomènes, mais en tête de liste, on a le PVC, donc c'est quand même le matériau qui est le plus utilisé dans vos services cliniques. Et les interactions vont dépendre à la fois de la nature et de la concentration de plastifiants utilisés. On a aussi le polyuréthane et le silicone qui sont beaucoup utilisés dans la fabrication des cathéters. Donc l'exemple que je vais vous montrer, en fait au laboratoire on a perfusé de la Novorapid. La Novorapid c'est l'insuline asparte et il y a 2 conservateurs qui sont compris dedans, c'est des excipients, le phénol et le métacrésol. On a utilisé 3 types de prolongateurs, en PVC, en polyéthylène et en coextrudé. En fait, c'est du PVC et qui va être recouvert dans la partie interne de polyéthylène. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament il est au contact du polyéthylène. Et on voit que, en fait, on administre bien 100% d'insuline au cours de la perfusion. D'accord, de 24 heures, on a une légère, vous voyez, perte en tout début de perfusion d'environ 10%, mais après on administre la totalité. Pour le phénol, avec les prolongateurs en polyéthylène et en PVC, on administre bien 100% de phénol. Et en revanche, avec le PVC, on administre seulement 60% de phénol en début de perfusion et 80% en fin de perfusion. C'est la même chose pour le métacrésol, sauf qu'en fait, on en perd encore beaucoup plus. On perd 40% en début de perfusion et 60% en fin de perfusion. Avec les prolongateurs en PVC et en polyéthylène coextrudé, on administre bien la totalité du métacrésol. Donc vous allez me dire, ok, sauf que l'insuline, c'est le principe actif et on n'en perd pas. Donc quelle est l'importance? Sauf qu'en fait, comme vous le savez, l'insuline, c'est une protéine, ça a donc une structure qui est fragile. Et on sait que le phénol et le métacrésol sont là pour la conserver sous sa forme hexamérique, qui est la forme la plus stable. Et probablement que si l'insuline est plus stable, elle est peut-être plus active, aussi active en tout cas dans le corps. En tout cas, il y a d'autres études qui vont être poursuivies pour évaluer l'impact pour voir si l'insuline conserve son activité biologique dans le corps en cas de déplétion de ces 2 conservateurs. En tout cas, nous à Lille, on a recommandé la perfusion d'insuline lorsqu'elle est administrée du coup en seringue, enfin en continu sur 24 heures, avec des prolongateurs en PE ou en coextrudé. Donc du coup, bref, tout ça pour dire que le choix du matériau, finalement, c'est hyper important et qu'on va en préférer, en tout cas, certains par rapport à d'autres. Alors les interactions médicamenteuses, c'est également pourvoyeur de particules. Donc on va avoir des particules visibles ou des particules qui sont non visibles. Là, on va commencer par les particules non visibles. Et je vais prendre l'exemple de la vancomycine, puisqu'en fait, à Lille, on a de plus en plus de services qui sont informatisés. On a un logiciel de prescription, on rentre les dilutions nécessaires pour les services cliniques, et réglementairement, on est obligé de s'appuyer sur des données cliniques. Sauf que pour la vancomycine, les seules données de stabilité concernent lorsqu'elle est diluée à 10 mg par ml.
Sauf que les infectiologues nous ont dit, vous n'allez paramétrer ça, mais personne ne va les respecter parce qu'on l'utilise à des concentrations beaucoup plus élevées. Donc, on a voulu au laboratoire travailler sur la stabilité de la vancomycine. Donc, on a utilisé 3 concentrations différentes, du 2 g, du 3 g et du 4 g, qu'on a dilué du coup dans un volume final de 50 ml pour que ce soit utilisable en pousse-seringue électrique, avec 2 solvants de reconstitution, de l'OPPI comme c'est préconisé dans le RCP et du SSI comme c'est habituellement fait dans les services cliniques. Et on a regardé la stabilité physico-chimique. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, ne retenez pas ça, non, pas de photo, que toutes les solutions étaient stables. Sur 24 heures, il n'y avait que le 4 g qui était reconstitué dans du SSI qui n'était pas stable, qui n'était stable en fait que 22 heures. Mais je vous dis de ne pas retenir ça parce qu'il y a les diapositives d'après et en fait ça a été fait selon une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fait on a tout reconstitué et dilué à 25 degrés. Et on sait que la solubilité de la vancomycine dépend de la température. Par exemple, là, quand on a commencé les expériences, on était à 18 degrés. Et au bout de... Là, c'est une seringue de 4 grammes de vancomycine qui est reconstituée dans du SSI, qui, au bout de 14 heures de perfusion, précipite comme ça. Ça précipite tellement que ça bloque le pousse-seringue qui va se mettre en occlusion. Donc vous imaginez l'impact par exemple d'un patient qui va être transféré, je ne sais pas, qui a une perte de vancomycine et dans le service, donc où il fait en général 25 degrés, il va être transféré, je ne sais pas, pour passer un examen ou un scanner. S'il passe dans des couloirs où il ne fait pas 25 degrés, forcément il va y avoir un impact sur la solubilité de la vancomycine, même si ça ne dure pas extrêmement longtemps. De plus, on a attendu donc 1 heure que l'Iophilisat se dissolve dans nos flacons, on a bien agité. Et pour les solutions en fait, de 3 grammes et de 4 grammes, on ne récupère pas 100% du lyophilisat. Donc en fait, ça se traduit parce qu'en fait, après, on ne récupère pas du coup la concentration qui est attendue. Donc là, on s'est dit, OK, c'est stable. Est-ce que du coup, on peut l'administrer à nos patients? Donc on a regardé la charge particulière qui est décrite selon une monographie de la pharmacopée européenne. Et en fait, on s'est rendu compte que quelle que soit la concentration utilisée, la charge particulière était extrêmement importante. Donc on a fait un comptage particulier à T0 et à T24 heures. Vous voyez que pour le 2 grammes, on va regarder qu'à T0. On est au-delà de 15 000 particules, alors que la limite, elle est de 6 000 particules. Pour le 3 grammes, on est à 25 000 particules et pour le 4 grammes, on est au-delà de 40 000 particules. Donc, on a eu l'idée d'utiliser un filtre de 0,2 micromètres en ligne qu'on met après le prolongateur. Et même avec ce filtre, la charge particulière donc, pour les solutions de 3 grammes et de 4 grammes était encore très importante. Certes, moins que quand il n'y avait pas de filtre, mais encore supérieure donc à 6 000 particules, puisque pour le 3 grammes, on est vers 8 000 particules. Et pour le 4 grammes, on est vers 20 000 particules. Donc il n'y avait que les solutions de 2 grammes dans 50 ml de SSI qui étaient en dessous de notre seuil. Et je vais mettre en parallèle du coup ces résultats qu'on a retrouvés donc in vitro au laboratoire avec une étude française très récente. En fait, ils avaient 9 patients qui étaient traités par de la vancomycine, des posologies du coup qu'on a utilisées. Tous les patients ont développé une insuffisance rénale. Ils ne l'ont pas expliqué forcément, enfin ils ne l'expliquaient pas cliniquement. Il n'y avait pas forcément de médicaments néphrotoxiques qui étaient co-administrés. Ils ont fait une biopsie rénale et là ils ont retrouvé des agrégats de vancomycine. Et ils se sont demandé si ce n'était pas ces agrégats de vancomycine qui ne pouvaient pas expliquer l'insuffisance rénale qu'ils avaient observée. En tout cas, nous, au terme de ce travail, on a préconisé du coup l'administration de 2 grammes maximum de vancomycine dans 50 ml de SSI. On va poursuivre les études pour voir ce que c'est que ces particules. Et on ira après, ça sera l'objet d'un second travail où on ira recommander en tout cas aux services cliniques l'utilisation d'un filtre en ligne de 0,2 micromètres, au moins pour la perfusion de vancomycine. Puisqu'en fait, l'impact des particules est très détaillé. Il y a beaucoup d'études qui détaillent l'impact clinique des particules chez les enfants. Il y a peu d'études, en tout cas, chez les adultes. Et là, c'est une étude donc, allemande. Ils ont montré que la filtration... Donc, ils avaient 2 groupes. Un groupe où il y avait un filtre, un groupe où il n'y avait pas de filtre. Et ça, le filtre permettait de réduire le taux de complications sévères. Ça permettait également de diminuer la durée de séjour et la durée de ventilation mécanique. Et c'est pourquoi il y a des nouvelles recommandations en Allemagne très récentes qui recommandent l'utilisation d'un filtre en ligne de 0,2 micromètres pour toutes les perfusions en réanimation adulte.
Alors, c'est vrai que les interactions médicamenteuses, ça comprend aussi les incompatibilités médicamenteuses qui peuvent exister donc, sous différentes formes. En général, on a la formation d'un précipité, là, qui est visible à l'œil nu. Donc, ça engendre deux problèmes. Un, c'est que les médicaments, comme ils précipitent, du coup, on n'administre pas la dose qu'on devrait administrer. Enfin, le patient ne reçoit pas la dose qu'il devrait recevoir. Et le deuxième problématique, c'est que du coup, là, on injecte carrément des particules visibles. C'est le travail qu'on a réalisé au laboratoire. En fait, on a voulu voir quelles étaient les différentes modalités de perfusion qui nous permettraient de réduire ces incompatibilités médicamenteuses. Donc, on a travaillé sur un modèle d'incompatibilité entre le furosémide et le midazolam. Et en fait, en diluant la concentration de furosémide, qui est le pourvoyeur de particules, en diminuant donc sa concentration et en utilisant un dispositif médical où en fait chaque médicament va être administré via une seule voie, ça permet du coup de réduire significativement la charge particulaire et c'est même compatible avec une administration. Et je vais vous présenter donc une dernière étude qu'on a faite au laboratoire, en fait suite à une demande des pédiatres en hématologie pédiatrique en secteur post-greffe. Ils sont obligés donc du coup d'administrer souvent beaucoup de médicaments, notamment de la vancomycine et de la piperacilline tazobactam. Et ils utilisent aussi des longues longueurs de tubulure pour que les enfants puissent quand même un petit peu bouger. Et ils avaient souvent ils voyaient des particules visibles, comme sur la photo que je vous ai montrée. Et en fait, on a travaillé sur leur protocole, enfin sur leur montage de perfusion. On a dans un premier temps optimisé leur dilution de vancomycine et on a regardé du coup la charge particulière. Et en fait, en rediluant différemment la vancomycine, on a réduit la charge particulière d'un facteur 3. Et en optimisant du coup la géométrie des dispositifs médicaux sur leur ligne de perfusion, on a réduit d'environ d'un facteur 6 leur charge particulière et ils pouvaient du coup administrer la vanco et de la piperacilline tazobactam. Alors c'est vrai qu'il y a de nombreuses sources d'informations qui sont disponibles et je vais insister sur la base de données du coup Stabilis que en tant que pharmacien on utilise beaucoup parce qu'en fait vous avez pour chaque médicament, il y a quand même beaucoup de médicaments. Vous avez du coup des données de stabilité qui concernent la concentration de médicaments utilisés, les matériaux qu'il faut utiliser, les diluants aussi. Et du coup, la durée d'utilisation, la durée de stabilité. Vous pouvez même, si vous avez des problèmes d'incompatibilité médicamenteuse, faire des tables, c'est-à-dire vous allez vous allez sélectionner les médicaments que vous utilisez le plus ou en tout cas pour lesquels vous avez des soucis. Et du coup, ça vous mettra du coup si vos médicaments sont compatibles ou pas. Donc c'est vrai que c'est quand même une source qui est très intéressante et en plus c'est gratuit sur Internet. Donc en conclusion, c'est vrai que les interactions médicamenteuses, ça prend en compte plusieurs paramètres, notamment les matériaux des dispositifs médicaux, les modalités d'administration et la géométrie du coup des dispositifs médicaux pour minimiser les espaces communs, parce que forcément plus on minimise les espaces communs, plus on réduit les incompatibilités médicamenteuses. Voilà, je vous remercie de votre attention.